Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sur le nom Raison de neurones pour l'intelligence artificielle. Dans ce cours, vous apprendrez la vectorisation des équations, l'algorithme de descente de Gardien et enfin l'implémentation en Python. Tout cela avec Dr. Kouts Hassin, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Coates. Dr. Coates, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. D'accord, merci beaucoup, Malek. Bienvenue à tous les étudiants. Donc, on va continuer à parler des réseaux de neurones. Donc, on a commencé par le problème de classification binaire, c'est-à-dire on a un problème de ce type. On veut déterminer si une tumeur est dans la classe 0 ou bien dans la classe 1, c'est-à-dire elle est bénigne ou bien maligne. Donc, on veut essayer d'entraîner un réseau de neurones pour prédire, pour des nouveaux patients, pour prédire si on donne à ce système ou bien à la machine le diamètre et la couleur de la nouvelle de la tumeur. Donc, on aura un résultat. On peut prédire est-ce que c'est une tumeur bénigne ou bien c'est une tumeur maligne. Donc, on a donc pour entraîner, tout comme les êtres humains, pour s'entraîner, il faut avoir plusieurs exemples. Donc, on va donner à notre système plusieurs exemples et à partir de ces exemples-là, il va s'entraîner, il va entraîner les équations, bien sûr. Donc, on a une équation, on cherche les paramètres, il va s'entraîner à déterminer les meilleurs paramètres qui répondent à la question est-ce que c'est une tumeur bénigne ou bien maligne. Donc, l'autre fois, on a dit donc les données sont X sous forme d'un tableau, Y encore c'est un vecteur. Juste, je rappelle brièvement ce qu'on a vu l'autre fois. Donc, on a des données X et Y. Et on veut essayer juste, je cherche, voilà, ce graphique-là pour résumer. Donc, on a dit pour le problème de classification binaire, on a un sample perceptron, c'est-à-dire lorsque je dis un réseau de neurones, c'est-à-dire formé par plusieurs neurones. Là, ici, c'est un seul neurone, comme vous voyez. Donc, on va faire entrer les données X1, X2 dans notre dataset de tumeurs, mais sinon, on peut avoir plusieurs features, plusieurs caractéristiques, X1, X2, X3, X1. Qu'est-ce qu'on va faire? Un simple perceptron, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la combinaison de X1, donc il va multiplier X1 par, pardon, donc il va multiplier X1 par W1, X2 par W2 et ainsi de suite, X3 par W3, X1 par WM, plus une constante B, donc on va ajouter une constante B ici. On fait la somme, on passe à la fonction d'activation qu'on appelait sigma, les sigmoïdes, et on aura le Y chapeau ou bien ce qu'on a appelé la fonction petit a. Et on va comparer petit a avec Y. Donc, si petit a est supérieur à 1,5, on peut dire une probabilité que ce soit la tumeur maligne. Et si la proba ou bien le A ou bien le Y chapeau inférieur à 0,5, on va dire donc c'est beaucoup plus probable d'avoir une tumeur, que cette tumeur soit bénigne. Donc, voilà le résumé de ce qu'on a vu l'autre fois. On a commencé encore, on a dit au début, le système, il va choisir les paramètres W1, W2, etc., les paramètres aléatoirement. Donc, on va choisir les W et WI arbitrairement. Et donc, certainement, on va faire des erreurs. Donc, on va essayer de minimiser les erreurs. Donc, ça, on va utiliser l'algorithme de descente de gradient, ce qu'on a expliqué la dernière séance. Donc, dans l'algorithme de descente de gradient, on a dit on va commencer d'un point arbitraire W et puis on va essayer de s'approcher de plus en plus vers le point minimal. Et pour ce faire, on doit calculer les dérivées. Donc, c'est ce qu'on a vu l'autre fois. Donc, on est arrêté là où on a dit, donc, puisque ça, c'est la fonction coût, et notre but est de la minimiser. Donc, on va chercher la dérivée de cette fonction par rapport à W1, par rapport à W2 et par rapport à
AB. Donc, je suppose qu'on a uniquement deux features, deux caractéristiques, X1, X2. Donc, par la suite, on a deux paramètres W1, W2 et le billet qui est B. Donc, on va calculer dans cette séance la dérivée par rapport à W1, la dérivée par rapport à W2, la dérivée par rapport à B. Et puis, je vais vous montrer comment on va écrire tout cela sous forme des vecteurs pour l'implémenter finalement en Python pour voir comment ça marche en Python. Donc, on va commencer par, on a dit, puisqu'on veut minimiser l'algorithme de descente de gradient se base principalement sur la dérivée de la fonction Q par rapport à W1, par rapport à W2 et par rapport à B. Donc, on va faire la dérivée. On va chercher la dérivée à la main. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous là, on peut commencer le calcul. Juste si vous avez des questions concernant ce qu'on a vu avant de commencer le calcul. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense que tout va bien, docteur, vous pouvez continuer. D'accord. Donc là, je veux chercher ma feuille blanche. Je veux faire le calcul sur la feuille blanche. Voilà, ça c'est la fonction Q. Je veux la copier telle qu'elle est. Et je vais faire la dérivée. Voilà, j'espère que vous voyez la feuille. Donc, ça, c'est la fonction, c'est l'erreur commise pour une seule donnée. Donc, juste ça, ce qu'on va dériver. Mais on va dériver la fonction L par rapport à W1. Et là, on a dit, on peut se demander, mais où est W1 dans l'équation? Je ne le vois pas. Alors, je vous rappelle que finalement, on a quoi? On a dit, on va chercher un modèle de type W1 X1 plus W2, X2 plus B. Et cela pour chaque patient I. Donc, juste, je vais I ici, le compte. Ça, c'est pour chaque patient. C'est pour dire pour le IM patient, pour la IM, bien le IM élément de notre échantillon ou bien de notre dataset. Alors, et puis, on va passer le A, c'est quoi le A ou bien le Y chapeau? Le A, c'est sigma de Z. C'est par définition 1 sur 1 plus expo moins Z. Aussi, je peux dire, c'est ça, c'est le calcul fait pour le IM élément ou bien pour le IM patient. Et puis, on a L de I égale à quoi? Égale à ça. Donc, vous voyez ici, ça dépend de A et le A dépend de Z. Donc, on va dériver par rapport à Z et le Z dépend de W. Donc, pour calculer la dérivée par rapport à W1, on va appliquer le théorème de la composée de dérivée F en G', c'est G' fois F' appliqué à G. Donc, ce qu'on appelle la règle de la chaîne. Donc, autrement dit, si on a ici trois composés, donc dl par rapport à A, je dérive par rapport à A, fois la dérivée de A par rapport à Z, fois la dérivée de Z par rapport à W1. Tout cela pour trouver la dérivée de L par rapport à W1. C'est très intéressant de faire le calcul parce que finalement, on va écrire cette équation en Python. Donc, on va le faire, on va le chercher à la main et puis on va l'écrire en Python dans notre algorithme. Allez, on va commencer par la dérivée de Z par rapport à W1. Bon, ici, bien sûr, je n'ai pas écrit puissance I, c'est juste pour un exemple I. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Juste là, oubliez l'indice I pour dire, voilà, pour simplifier la notation. On sait très bien que je cherche ici pour le IM exemple, tout pour le IM exemple. Donc, voilà, juste pour simplifier la notation, pour un moment, je ne veux pas mettre le I, l'index I. Alors, on dérive Z par rapport à W1. Le Z, il est là. Donc, je vais réécrire Z. On a dit c'est W1 X1 plus W2 X2 plus B. Et là, je veux dériver par rapport à W1. Quelle sera la dérivée? J'aimerais bien voir vos réponses. Quelle sera la dérivée? Pour savoir si on a problème.
Alors, si je dérive cette expression-là, je veux la dériver par rapport à W1. Quelle sera la dérivée? Des réponses? Pour ceux qui veulent répondre à la question de Dr. Coates, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. Alors peut-être je rappelle alors les formules de dérivée. On a une fonction, bon, je veux dire f de x, si vous voulez. Oui, il y a quelqu'un qui veut répondre? Alors, si on a une fonction f de x, de type, par exemple, 2x plus 3, la dérivée f' de x, c'est combien? Bon, si on a une constante additive, la dérivée est nulle. Et si on a ici une constante multiplicative, elle sera tout simplement 2. J'espère que vous connaissez cette formule. Et donc là, on dérive par rapport à W1. Donc ça, tout ça, c'est une constante additive, la dérivée est nulle. Et le x1, c'est notre constante multiplicative. Elle a la forme constante fois W1 plus une autre constante. Donc si je dérive par rapport à W1, je trouve cette constante-là. Donc c'est W1, c'est x1 plutôt. Voilà, je veux garder cette formule encadrée. J'ai déjà calculé cette dérivée. Je passe maintenant à calculer la dérivée de A par rapport à Z. Donc, maintenant, je dérive A par rapport à Z. Alors, le A, je rappelle encore, je vais nettoyer un peu pour avoir de l'espace. Je calcule A. Donc, je vais écrire A en fonction de Z. A, c'est combien? C'est 1 divisé par 1 plus expo moins Z. On a parlé de cette fonction sigmoïde dans les séances précédentes. Donc, on va dériver cette fonction. Et là, peut-être encore, je dois rappeler, lorsqu'on a une fonction de type 1 sur f, et je veux dériver 1 sur f de x, à quoi est égale la dérivée? Je vous rappelle que la formule est donnée par la suivante. 1 moins f' sur f carré. Donc, ici, je dérive par rapport à z. Voilà le z. Donc, je fais quoi? 1 plus expo moins z prime. Je n'oublie pas le signe moins, divisé par 1 plus expo moins z au carré. Voilà, donc juste, j'ai appliqué la formule de la dérivée de 1 sur f. Et je continue. Donc, égal, moins, la dérivée de cette expression maintenant, toujours la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de expo, là, on a besoin un peu de dérivée de expo moins z. Qui connaît la dérivée de expo moins z? Vous pouvez soit écrire, soit juste lever la main pour avoir l'accès aux paroles. D'accord. On va dire, voilà, la dérivée de expo alpha z d'une façon générale, c'est alpha fois expo alpha z. Donc ici, c'est moins expo moins z. Donc ici, je vais écrire moins expo moins z divisé par 1 plus expo moins z au carré. Toujours, je continue. Donc, moins avec un signe moins, ça sera plus. C'est expo moins z divisé par 1 plus expo moins z au carré. Si vous trouvez que le calcul est difficile, vous avez raison. Parce que oui, on est censé de faire de l'informatique, mais vous savez, dans l'intelligence artificielle, les colis sont tous des mathématiques là. Donc, ça se base sur les formules mathématiques pour avoir des réseaux de neurones. Alors, donc là, cette fonction, je la dérive par rapport à z. Je vais essayer de simplifier encore cette expression. Il y a un truc qu'on fait beaucoup en maths sup. Ici, on peut ajouter et retrancher en expo moins z.
plus 1 moins 1. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on va simplifier les choses. Donc, divisé par 1 plus expo moins z au carré égale à combien? Je peux écrire expo moins z plus 1 divisé par 1 plus expo moins z au carré moins 1 divisé par... Donc, juste, j'écris ça sur le dénominateur, moins 1 sur le même dénominateur. Alors, maintenant, vous pouvez remarquer ici, c'est numérateur 1 plus expo moins z. Dénominateur, c'est le même au carré. Donc, je peux simplifier pour avoir 1 sur 1 plus expo moins z, moins 1 sur 1 plus expo moins z, le tout carré. Et si vous vous rappelez de cette expression, c'est une autre pour la fonction a. Donc, je peux écrire c'est a, ou bien a de z, si vous voulez, moins a au carré. Ou si je veux mettre a en facteur, je vais trouver a en facteur de 1 moins a. Et donc là, du coup, je trouve que la dérivée de a par rapport à z, c'est donné par cette expression, que je veux l'écrire après en petit. Donc, juste, je répète. Donc, on a trouvé, je vais écrire en rouge. Donc, on a dit, je veux calculer la dérivée de la fonction Q, l'erreur, c'est-à-dire par rapport à W1. Donc, je veux appliquer la formule de la chaîne. Je dérive Z par rapport à W1. Ça y est, c'est trouvé. On a trouvé que c'est X1 finalement. Je dérive A par rapport à Z et encore c'est fait. Je trouvais que c'est A fois 1 moins A. Et encore, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois dériver L par rapport à A. Et vous voyez le L, hein? Donc je veux le réécrire ici juste. Alors le L, c'est combien? C'est moins Y log de A moins 1 moins Y log de 1 moins A. On peut vérifier, c'est la même expression, c'est juste la fonction log pour un seul échantillon. Voilà, Y log de A, 1 moins Y log de 1 moins A, le tout multiplié par moins 1. Voilà. Alors, je dérive L par rapport à A. Le Y, ça, c'est la valeur réelle. En fait, on a dit dans notre dataset, on sait déjà pour par exemple, pour le premier patient, est-ce que sa tumeur est bénigne ou bien maligne. Donc, le Y, c'est soit 0, soit 1. Ça, c'est une constante. Donc, c'est une constante multiplicative, c'est moins Y fois la dérivée de log de A. Mais la dérivée de log, je rappelle log, mais en France, on écrit ln. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, ici, c'est 1 sur a. Donc, si je dérive, je trouve 1 sur a moins 1 moins y. Là, la dérivée de 1 moins a. Bon, je rappelle encore, pour la fonction logarithme népérien, soit vous le notez comme ça, log ou bien ln. Si on a ln de f de x d'une façon générale, et je vais dériver log de f de x, c'est quoi sa dérivée? Ça sera toujours f' de x sur f de x. Donc, ça, c'est la forme générale de dérivée de log. Et du coup, donc, ici, j'ai 1 moins a comme fonction. Je veux la dériver. Donc, juste, je vais écrire 1 moins a' pour dire, voilà, je veux dériver f' sur f. Voilà. Je continue, donc, est égal moins y fois 1 sur a, moins 1 moins y. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins a, c'est moins 1. Donc, je vais écrire moins 1 sur 1 moins a. Voilà, j'ai trouvé la dérivée. J'ai juste maintenant, je veux simplifier l'expression. Donc, ça fait moins y sur a. Moins avec moins, ça sera plus 1 moins y sur 1 moins a. Voilà la dérivée de L. Par rapport à A. Maintenant,
qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit, je cherche la dérivée de L par rapport à notre premier paramètre W1. On a dit d'après la formule de la chaîne, c'est la dérivée de L par rapport à A fois la dérivée de A par rapport à Z fois la dérivée de Z par rapport à W1. Et on a fait tout le calcul. Donc, ce qu'il me reste, c'est juste remplacer. Donc, la dérivée de Z par rapport à W1, c'est fait. On a trouvé, c'est X1. Si vous suivez, donc juste là, voilà la dérivée de Z par rapport à W1, c'est X1. Et la dérivée ensuite encadrée, elle est là. La dérivée de A par rapport à Z, c'est A fois 1 moins A. Donc, je vais l'écrire. A fois 1 moins A. Et la dérivée de L par rapport à A, elle est là. Voilà. Donc, je vais l'écrire encore en produit. Juste, je veux décaler un peu pour avoir d'espace. Et je vais écrire la dérivée de L par rapport à A. Elle est donnée par cette expression. C'est moins Y sur A plus 1 moins Y sur 1 moins A. Et voilà. Je simplifie maintenant. Tout ça, c'est un produit. Hein. Je simplifie. Je veux développer ça fois ça. On va trouver moins Y sur A multiplié fois A fois 1 moins A. Plus maintenant, tout celui-là fois le deuxième terme. Donc, A fois 1 moins A fois 1 moins Y sur 1 moins A. Tout cela multiplié fois le X1 fois X1. Voilà, donc je simplifie le A divisé par A. Je trouve moins Y 1 moins A plus 1 moins A sera simplifié par ce 1 moins A plus A fois 1 moins Y. Tout cela multiplié fois X1 et encore, je simplifie. Ça, c'est moins Y plus A fois Y plus A moins AY. Je vais juste encore développer. Hein. Et on remarque que AY moins AY se simplifie et ça me reste une expression simple. Donc, la dérivée de L par rapport au premier paramètre, c'est tout simplement A moins Y fois X1. Voilà, c'est terminé. On a pris quelques minutes, ça c'est vrai, mais voilà, on a trouvé une expression simple et après, on peut l'écrire en Python simplement. Donc, on a calculé la dérivée de la fonction Q, ou bien l'os, par rapport au premier paramètre. Donc, en principe, on va faire quoi maintenant? On va dériver ça, c'est noté, c'est bon. On va faire de même la dérivée de L par rapport à W2. Et puis, la dérivée de L par rapport à B. Peut-être vous allez dire, oh, c'est trop. Mais regardez, on déduire le résultat directement d'après le calcul qu'on a fait. Des L sur des W2, par exemple, d'après la règle de la chaîne, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Des L sur des A, qui est déjà calculé, des A sur des Z, qui est déjà encore calculé, et des Z sur des W2. C'est ce qu'il a changé finalement. Le DZ divisé par, ou bien je dérive Z par rapport à W2 cette fois. Mais c'est trop simple parce que finalement, si je reviens à mon Z, voilà le Z. Ou bien, allez, je le réécris avec une autre couleur. Le Z, finalement, on a dit c'est W1 X1 plus W2 X2 plus B. C'est-à-dire, si je dérive, lorsqu'on a dérivé Z par rapport à W1, on a trouvé X1. C'est pour cette raison, on a trouvé X1 là. Et maintenant, si je dérive Z par rapport à W2, qu'est-ce que j'aurai? X2. Donc, qu'est-ce qu'il va changer dans la deuxième expression des L sur des W2? C'est la même, juste au lieu de X1, on aura X2. Donc, toujours A moins Y, ce n'est pas la peine de refaire le calcul, fois X2. De même, ici, pour la dérivée par rapport à B, on va faire de même. dl sur des A fois des A
sur des Z fois des Z sur des B. Mais cette fois, regardez, lorsque je dérive par rapport à B, B c'est multiplié fois une constante, c'est fois 1. Et tout cela, lorsque je dérive, ça ne contient pas de B, donc la dérivée est nulle. Donc la dérivée de Z par rapport à B, c'est 1. Du coup, ça y est, j'ai trouvé la dérivée de L. Par rapport à W1, c'est tout simplement A moins Y fois X1. La dérivée de L par rapport à W2, A moins Y fois X2. La dérivée de L par rapport à B, A moins Y tout court. Voilà. Donc, j'espère vous voyez. Si on a même plusieurs données X1, plusieurs features ou bien plusieurs caractéristiques, dans ce cas, juste on va dire, dans le cas général, la dérivée de L par rapport à WJ, c'est tout simplement A moins Y fois XJ. Bien sûr, le J ici dépend, on a combien de paramètres dans notre modèle. Et combien de paramètres, ça dépend de notre dataset. On a combien de caractéristiques. Ici, on a supposé les caractéristiques, c'est juste la couleur de la tumeur et le diamètre de la tumeur. Donc, on a 2, mais on peut avoir plusieurs, bien sûr. Et dérivée par rapport à B, c'est A moins Y. Ici, J varie de quoi? De 1 jusqu'à 2 dans notre exemple, mais dans le cas général, on a dit tout dépend combien de features on a, bien de caractéristiques. Donc, on a noté N, le nombre de caractéristiques. Voilà. Et encore maintenant, ça, c'est pour un seul patient. Pour un deuxième patient, n'oubliez pas, on a l'indice en haut. On a dit on a indexé en haut pour dire le premier patient, j'écris comme ça. Le deuxième patient, j'écris comme ça. Donc, le ième patient d'une façon générale, qu'est-ce qu'il va changer? Le A, le calcul de A change d'un patient à un autre. Le X, encore, le paramètre, les caractéristiques changent d'un patient à un autre. Et les labels ou bien les étiquettes encore changent d'un patient à un autre. Ça, on va avoir un, par exemple, pour le premier patient, bénigne, maligne, donc ça change d'un patient à un autre. Et voilà donc les formules pour la descente des gradients ou bien le calcul des dérivés. Donc ça, c'est encore noté dans ma présentation. Donc je reviens à ma présentation pour voir les formules directement. Voilà, donc vous voyez les formules. Après tout calcul fait, on peut trouver les dérivés. Ils ne sont pas assez difficiles. Voilà, donc juste, j'ai calculé la dérivée ici par rapport à W1. On a trouvé l'expression que j'ai déjà écrite sur la feuille. Et puis, en résumé, voilà qu'est-ce qu'on a trouvé. Donc, la dérivée de l'os pour le ième patient, c'est donné par ça. L'os pour le deuxième patient. Donc, juste pour changer d'un patient à un autre, on va changer l'index ici en haut, ce qui est entre parenthèses. Et la dérivée par rapport à B est donnée par cette expression. On a dit c'est multiplié fois 1. Voilà, donc on va garder ces équations pour les utiliser après dans l'implémentation en Python. Ici, bien sûr, là, les équations sont pour chaque i, pour le patient 1, pour le patient 2, donc pour chaque i. Si je veux calculer l'erreur maintenant pour la somme de tous les patients, on a dit la fonction log, c'est la somme de toutes les erreurs. Donc ici, même pour la dérivée, juste je somme et je multiplie par 1 sur m. Donc la dérivée de la fonction log loss ou bien la fonction co par rapport à W1, c'est 1 sur m fois la somme de la même expression. Donc voilà, je résume. Donc pour la fonction co qu'on a notée L, grand L c'est la fonction sur l'ensemble du dataset, c'est-à-dire sur tous les patients, est donnée par ces expressions. Et on va essayer d'écrire ces expressions sous forme vectorielle ou bien sous forme par le calcul matriciel parce que ça sera beaucoup plus simple dans l'implémentation dans Python après. Des questions jusqu'à là?
Je suppose que tout est clair, donc je continue. Alors, donc on a dit, juste je reprends la feuille pour expliquer. On a dit, on a choisi un modèle et le modèle commence par choisir W1, W2 arbitrairement. Donc ici plus, ici fois, ça c'est Z. Donc après, il fait l'activation 1 sur 1 plus expo moins Z. Et on espère bien que ce A soit très proche de la valeur réelle Y. Donc c'est pour cette raison, on dit ça, c'est Y chapeau parfois pour dire c'est une estimation de A. Et là, on va calculer la fonction log qui est moins 1 sur M fois la somme y allant de 1 jusqu'à M de Y fois log de A plus 1 moins Y log de 1 moins A. Ça, c'est la fonction erreur, l'erreur qu'on va faire. Et on a dit cette fonction, elle a cette allure par rapport à W1, par exemple, elle a cette allure. On va faire quoi? On va choisir un W au hasard. On va commencer par un W au hasard et on va faire toujours essayer d'approcher le W vers la valeur minimale de la fonction erreur parce qu'on veut minimiser le coût, on veut minimiser l'erreur qu'on va faire. On a dit la bonne formule qu'on a trouvée, c'est W reçoit, on fait la mise à jour de W. Donc, on considère un nouveau W qui est donné par W moins alpha fois la dérivée de L par rapport à W. Donc, voilà, ça, c'est l'algorithme de descente de gradient pour dire, voilà, à chaque fois, on va avancer vers le point qui minimise la fonction erreur. Et on a dit, ça marche toujours, que ce soit le système, il a choisi W ici ou bien W ici, toujours, on est sûr qu'on va converger, espérons qu'on va converger vers la valeur qui minimise la fonction coût. Donc, maintenant, la règle de la mise à jour des paramètres est donnée par les formules suivantes. Donc, ici, donc, vous voyez W1, c'est W1 moins alpha fois la dérivée, W2, c'est-à-dire à chaque fois, on va répéter la mise à jour jusqu'à converger vers la valeur minimale. Donc, au début, on va choisir W1, W2 arbitrairement et puis on va répéter ces opérations pour converger vers la valeur qui minimise la fonction coût ou bien qui minimise l'erreur. Maintenant, voilà, ça c'est l'idée de l'algorithme de descente de gradient pour faire le calcul, pour trouver les bons paramètres. Maintenant, on ne va pas écrire ça équation par équation, mais on va vectoriser les équations. Donc, je vais vous expliquer pourquoi la notion de vectorisation. En fait, regardez, voilà, si je fais le calcul de 10 équations, par exemple, 1 plus 1 égale à 2, 5 plus 2 égale à 7, 3 plus 4 égale… Donc, j'ai par exemple 100 équations à faire le calcul. Il vaut mieux les vectoriser, c'est-à-dire au lieu de faire équation par équation, je vais écrire 1, 5, 3 et les autres, plus 1, 2, 4 et les autres, et je fais une seule opération. Je fais l'opération sur tous les vecteurs. En un seul coup, je trouve le résultat de toutes les équations. Donc, ça, c'est le but de la vectorisation. On écrit une simple phrase pour avoir le résultat pour toutes les équations. Donc là, la vectorisation, la notion de la vectorisation, donc, je vais expliquer. La vectorisation de ces équations est fondamentale en apprentissage automatique, c'est-à-dire en machine learning. Elle permet non seulement une notation plus concise, donc c'est mieux pour moi de voir une seule équation que voir une liste des équations. Donc, elle permet une notation plus concise et compréhensible des algorithmes et aussi elle optimise grandement les calculs puisque le système, il va faire une seule opération au lieu de faire une liste des opérations. Donc, elle optimise grandement les calculs en exploitant les opérations optimisées de bibliothèques numériques. Et là, pour faire le calcul sur des tableaux, on a dit on va faire des opérations sur des vecteurs, ou bien les vecteurs sont des tableaux.
Donc, pour faire le calcul sur des tableaux, il y a un librairie dans Python qui s'appelle NumPy. Donc, on va utiliser NumPy pour faire le calcul sur des vecteurs. Donc, c'est ce qui est crucial pour traiter de grands ensembles des données de manière efficace. C'est-à-dire, si par exemple, on a un dataset qui contient des milliers de données, donc il vaut mieux les vectoriser, bien sûr, pour faire le calcul sur des tableaux ou bien des vecteurs. Mieux de faire équation par équation. Donc, on va vectoriser et cette partie de cours nous permet de voir, rappeler qu'est-ce qu'on a comme des équations, les vectoriser pour les préparer à écrire dans Python. Donc, on va commencer les débuts. Qu'est-ce qu'on a? On a un dataset. Un dataset, je vous rappelle, c'est sous cette forme-là. Donc, je rappelle qu'est-ce qu'on a comme données. Et là, toujours, il faut noter la dimension des vecteurs. Hein. Voilà, un dataset, c'est sous cette forme-là. Donc, ce tableau-là, c'est notre dataset. C'est-à-dire, on a ici, je suppose qu'on a 10 patients, mais bien sûr, on peut avoir des milliers de patients dans notre dataset. X1, c'est-à-dire pour le… Donc, chaque ligne représente les informations d'un patient. Donc, la première ligne, c'est les informations de la tumeur pour le premier patient. On a dit le diamètre, c'est 1, la couleur, c'est 2. Et ce patient, après le diagnostic, on a trouvé que sa tumeur, hamdoulilah, bénigne. Donc, ça, ce sont les données réelles observées donc, des anciens patients. Un deuxième patient, donc vous voyez ici, donc ça, c'est un tableau. Pour les données, le X ici, c'est un tableau ayant 10 lignes, 2 colonnes. Donc ici, c'est un tableau à 10 lignes et 2 colonnes. Y, c'est un vecteur colonne. Un vecteur colonne, la taille de Y, c'est combien? Combien de lignes dans Y? C'est le nombre de patients, ou bien d'une façon générale, le nombre d'exemples dans notre dataset ou bien dans notre dataset d'entraînement. Donc, je reprends. Alors, pour la vectorisation, la première chose, on a les données. Les données sont des tableaux. Donc, on a des données X qui sont notre… Je vais arriver. Voilà. Ici, les données X. Donc, ici, combien de lignes? Ici, on a dit, ça, c'est le premier patient. Ça, c'est le deuxième patient. Ça, c'est le troisième patient. Donc, le nombre de lignes, c'est le nombre de patients. Ou bien, d'une façon générale, le nombre d'exemples d'entraînement. On va utiliser combien d'exemples? Donc, on va noter ça M. Donc, gardez à l'esprit, X, les données, contient M exemples. Et pour chaque exemple, on a des caractéristiques. Pour le premier patient, sa tumeur, on veut savoir la taille, la couleur, peut-être il y a des autres caractéristiques. Donc ici, on a combien de colonnes? Pour chaque patient, combien de caractéristiques? Donc on va noter N, le nombre de caractéristiques. Donc finalement, les données X, c'est une matrice ayant M ligne, N colonne. Donc, il faut noter ça même à la main. Voilà, mes données X, c'est une matrice ayant M ligne, N colonne. Avec M, c'est le nombre d'exemples d'entraînement. N, c'est le nombre de caractéristiques pour chaque exemple d'entraînement. Ça, c'est pour X. Donc, c'est une matrice. Il faut le vérifier. Pour les étiquettes maintenant, dans notre exemple, Y, c'est soit 0, soit 1. Pour chaque patient, est-ce que sa tumeur est bénigne ou bien maligne? Après avoir fait le diagnostic, bien sûr. Donc ici, bien sûr, ça, c'est le résultat pour le premier patient, deuxième patient, ainsi de suite. Donc, gardez encore à l'esprit que Y, c'est un vecteur colonne. C'est un vecteur colonne. Donc, une seule colonne, combien de lignes? Ça correspond exactement au nombre de patients ou bien nombre d'exemples d'entraînement. Donc, Y, c'est une matrice ayant M lignes, une seule colonne. Donc, chaque YI, comme ça, correspond à l'étiquette de la IM donnée. Est-ce que la tumeur est bénigne ou bien maligne pour le IM patient? Donc, ça pour la vectorisation de quoi? Des données. Maintenant, je passe. Je vais faire le calcul pour la fonction de préactivation, le Z. Donc, je veux écrire sur la feuille. Voilà. Donc, sur la feuille, on a déjà X
un tableau ayant combien de lignes, nombre de patients, combien de colonnes, nombre de caractéristiques. Bon, pour notre exemple, on va dire on a 10 patients. On a 2 caractéristiques qui sont le diamètre de la tumeur et la couleur. Pour le Y maintenant, c'est un seul vecteur, une seule colonne. Et combien de lignes? Toujours M lignes. Donc, toujours M égale à 10, N égale à 2. Mais Y ici, c'est soit 0, soit 1. Quelque chose comme ça. Premier patient, Binini, Malini, Binini, Binini, Malini, etc. Maintenant, le X s'écrit sous cette forme-là. X1, X2, c'est-à-dire la valeur, le diamètre, la couleur pour le premier patient. Diamètre et couleur pour le deuxième patient. Diamètre et couleur pour le troisième patient. Ainsi de suite. Ça, c'est X. Alors, si je calcule le Z, on a dit quoi? C'est à quoi égale le Z? La fonction de préactivation, on a dit c'est W1 X1 plus W2 X2 plus B. Et W1, W2 et B, au début, c'est, on a dit, on va le choisir aléatoirement, c'est son arbitraire. Donc, là, je vais écrire Z. Mais bien sûr, Z dépend du patient. Ça, c'est la fonction de préactivation pour le premier patient. Donc, par exemple, je vais écrire 1 ici, 1. Donc, pour le Z, je veux avoir pour chaque patient un réel. Donc, en principe, j'aurai un Z de ce type. Dans la première ligne, j'aurai W1. Voilà, je vais écrire. Pour la première ligne, je dois trouver W1X1, 1 plus W2X2, 1 plus B. Pour la deuxième ligne, je dois trouver le même W1, mais cette fois les données de deuxième patient. Donc, deuxième patient plus W2X2 de deuxième patient plus B. Ainsi de suite. Le troisième patient plus B. J'espère que vous avez bien compris jusqu'à le 10e patient, W1 fois X1, 10, plus W2, X2, 10, plus B. Et là, comment je peux écrire cela sous forme des vecteurs? Donc, je peux dire tout simplement, je peux écrire c'est W1, X1, 1, plus W2, X2, 1. Le tout, j'ajoute B. La constante B ajoutée à tout le monde, si vous avez remarqué. B, B, B. Mais comment j'écris ça à l'aide de X? Là, qu'est-ce qu'on va faire? Le X, c'est une matrice ayant combien de lignes on a dit? M lignes, c'est-à-dire, bon, je vais travailler avec l'exemple que j'ai, le dataset de tumeurs de patients. 10 lignes de colonnes. Nombre de patients, 10. Nombre de caractéristiques, 2. Et pour le W, on a 2 paramètres, W1 et W2. Donc, je peux écrire un vecteur W1, W2. Et vous pouvez faire, donc W, finalement, combien de lignes? 2 lignes, une seule colonne. Là, peut-être, je dois rappeler un peu le calcul matriciel. Si je fais X, le produit matriciel, fois W, est-ce que ce produit matriciel a bien un sens? Je ne sais pas si vous avez vu, tout le monde, un cours sur le calcul matriciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, est-ce que ce produit matriciel X fois W a bien un sens, sachant que la taille de X, c'est 10 lignes de colonne, la taille de W, c'est 2 lignes, une seule colonne. Oui. Il y a quelqu'un, Abdoulaye, je pense, je veux autoriser le micro pour Abdoulaye. Oui, Abdoulaye Diaw. Oui, alors pour faire la multiplication, normalement, pour la première matrice, ce nombre de colonnes doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc ici, on a 2 et 2, donc on peut faire la multiplication.
Très bien, exactement. Oui, Azad, encore, elle a donné la réponse, elle a dit oui, je pense. Donc oui, vous avez raison. En fait, d'une façon générale, lorsqu'on a une matrice A et on veut faire le produit matriciel pour une matrice B. Donc, je dois écrire ici, c'est quoi le nombre de lignes. Donc, le nombre de lignes, je dis N, nombre de colonnes. Et le nombre de colonnes de B, je dis P, L, par exemple. Dans quel cas je peux faire le produit matriciel? Comme il a dit Abdellah, il faut que ici, le nombre de colonnes de A et le nombre de lignes de B soient égales. Donc, ici, on doit avoir le même réel. Ici, c'est le cas. X, c'est 10 lignes de colonnes. W, 2 lignes, une seule colonne. Donc, oui, je peux faire le produit matriciel. Et dans ce cas, X fois W, la taille de la matrice X fois W, ça sera 10 lignes, une colonne. Et c'est ce que je veux calculer finalement. J'aimerais avoir pour chaque patient une constante Z. Donc, pour chaque patient, une constante Z, finalement, j'aurai combien de Z? Un vecteur, une seule colonne, et on a 10 patients, donc 10 lignes. Donc, encore, je rappelle pour le produit matriciel, peut-être je rappelle le produit matriciel lorsqu'on a A, B, C, D fois F, G. Voilà, par exemple, un produit matriciel, 2 lignes, 2 colonnes, fois 2 lignes, une seule colonne. Donc, on a dit, oui, je peux faire le produit matriciel, ça c'est 2 et ça c'est 2 sont égales. Donc, je peux faire le produit matriciel et le résultat va être une matrice, 2 lignes, une seule colonne. Mais comment je trouve cette première composante? Pour le produit matriciel, on fait toujours ligne fois colonne. Donc, ligne fois colonne. Pour faire ligne fois colonne, je fais A fois F plus B fois G, toujours. Donc, je écris A fois F plus B fois G. Même chose ici, ligne fois colonne. Donc, CF plus DG. Donc là, juste, je rappelle un peu le calcul matriciel. Alors, on vérifie ici, si je fais le produit X, produit matriciel XW, est-ce que je trouve exactement ce que j'ai censé de trouver? Cette expression pour le premier patient et pour le deuxième patient aussi, juste on change l'index en puissance, il sera 2. On va faire le calcul pour s'assurer que ça va donner le bon résultat. Alors, on va dire le X, finalement, on a dit, je vais écrire X à la main. C'est une matrice ayant 10 lignes de colonnes. Dans la première, on a X1, X2 du premier patient. Deuxième ligne, X1, X2 pour le deuxième patient. Ainsi de suite. Allez, on va juste écrire pour le troisième patient et vous pouvez généraliser jusqu'à le 10e patient. X1 de 10e patient, X2 de 10e patient. Ça, c'est le X. Je vais faire le produit de W. W contient exactement W1, W2. On a 2 paramètres à déterminer finalement. Donc, ça, c'est X fois W. Bon, juste au lieu d'écrire fois, je vais écrire at pour dire produit matriciel. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise cette notation. Je vais écrire at juste comme ça pour dire c'est le produit matriciel. Ce n'est pas le produit élémentaire pour les réels, juste produit matriciel. Donc, je vais écrire X at W égale à combien? Alors, on a dit ça, c'est 10, 2. Ça, c'est 2, 1. Je parle de la taille. Le produit matriciel, ça va donner une matrice. Ça, c'est 2 et ça, c'est 2. Une matrice ayant 10 lignes, une seule colonne. Dans la première, qu'est-ce que je dois trouver? On a dit le produit matriciel, c'est toujours ligne fois colonne. Allez, cette ligne fois cette colonne, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver W1, 1 fois, bon, X, pardon, X1, 1 fois W1, plus X2, 1 fois W2. Ça, c'est la première ligne. Je passe la deuxième ligne, toujours ligne fois colonne. Cette ligne fois cette colonne. Donc, de même, ça fois ça. X1, 2
fois W2 plus ça fois ça. Donc, X de 2 fois W2, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, c'est ce qu'on veut obtenir exactement. C'est la formule de Z, juste il me manque un B finalement. Donc, pour avoir un Z, qu'est-ce que je dois faire? Je fais le produit matriciel X fois, bon, j'utilise la notation AT pour dire produit matriciel avec W plus B. Donc, ça, c'est l'équation vectorisée de Z, la fonction Z. Donc, OK, on a des données sous forme d'un tableau X. On cherche les paramètres W qui, en fait, il y en a ici deux paramètres W1, W2 et B. Donc, pour calculer le Z pour chaque patient, il suffit de faire cette opération, écrire cette ligne de code en Python, et on va voir un tableau Z qui contient le Z1 pour le premier patient, le Z2 pour le deuxième patient, le Z3 pour le troisième patient, ainsi de suite. Donc, juste, il faut toujours s'assurer. Si on fait de fautes, des erreurs sur Python, 90 des erreurs, au moins en machine learning, c'est à cause des tailles des matrices. Donc, on doit toujours vérifier les tailles des matrices pour que le calcul soit correct. Donc, X ici, c'est M ligne, N colonne. Dans notre exemple, MC10, N égale à 2. Ça, c'est le nombre d'exemples. Ça, c'est le nombre de caractéristiques. W, c'est quoi? C'est un vecteur, on a dit, qui contient les paramètres. C'est-à-dire, c'est une seule colonne, mais combien de lignes? 2 lignes, une colonne. Ou bien encore, au lieu de 2, j'écris N. Ça dépend du nombre de features, nombre de caractéristiques. Ça, c'est le W. B, c'est un réel. B, c'est un réel. Et je fais quoi pour avoir le Z? Je fais X fois le produit matriciel W plus B. Et dans ce cas, le Z, il sera de taille combien? Z, ça sera tout un vecteur qui contient Z pour le premier patient, Z pour le deuxième patient, ensuite Z pour le 10e patient. Donc, la taille de Z va être une matrice de M ligne, N colonne. Dans notre cas, bien sûr, nombre de patients qui est 10. Une seule colonne, pardon. 10. Parce que pour chaque patient, on a un ZI. Des questions jusqu'à là? Pour la vectorisation de la fonction Z. Donc, ici, ce que vous trouvez, c'est le calcul de Z. En principe, c'est un tableau, comme vous voyez. Mais à l'aide de produits matriciels, je peux écrire ça en une seule ligne. C'est X fois W plus B. Mais ici, le point, c'est, il faut garder à l'esprit, le point ici, c'est le produit matriciel. X, produit matriciel W plus B. Et là, je veux écrire toujours, vous allez remarquer que j'écris toujours la taille de mes tableaux pour après, lorsque je veux écrire dans Jupyter, dans Python, je dois vérifier toujours les tailles de mes matrices. C'est bon? Pas de questions? D'accord. Donc, je passe. Maintenant, la vectorisation de A, la fonction sigmoïde. Donc, on a encore, juste je vais écrire sur la feuille. Donc, une fois on a calculé le Z, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le A. Alors, je rappelle la définition de A. On a dit A, c'est 1 sur 1 plus expo moins Z. Et l'interprétation de A, si vous vous rappelez, c'est juste, parfois on écrit le A, c'est Y chapeau. C'est une estimation. Est-ce que c'est dans la classe 1 ou bien dans la classe 0? On peut l'interpréter comme probabilité. Cet exemple, ou bien ce patient, il est dans la classe 1, c'est-à-dire la tumeur est maligne, ou bien dans la classe 0, c'est-à-dire la tumeur est bénigne. Donc, certainement, on a un résultat pour chaque patient encore. Pour chaque patient, est-ce que c'est bénigne ou bien c'est maligne? Donc, le A encore doit être un vecteur colonne. Pour le premier patient, on a un résultat.
ça correspond à la probabilité que le premier patient a une tumeur maligne. A2, c'est la probabilité que le deuxième patient a une tumeur maligne. A3, ainsi de suite. AM, puisqu'on a un patient. Mais ici, c'est juste pour chaque AI. Pour chaque AI, je dois juste faire le calcul comme ça. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas de produit matriciel, je juste calcule élément par élément. Ce Z1, je veux appliquer la fonction expo, j'ajoute 1 et je divise. Ce Z2, de même. Ce Z3, de même. Donc là, j'écris juste A, c'est 1 sur 1 plus expo moins grand Z. Et en Python, il va faire le calcul. Si on travaille avec la librairie NumPy, il va faire le calcul élément par élément. Pour chaque Z, il va faire le travail et donc il va nous donner le A comme la taille de Z. Puisque Z est une matrice ayant 10 lignes, une colonne, donc A va être une matrice 10 lignes, une colonne. Exactement, parce qu'il va faire le calcul élément par élément. Donc voilà, on a terminé la vectorisation de A, pas trop compliqué. Donc pour Z, on a tout simplement X at W plus B, juste le at ici pour dire, ce n'est pas un produit élément par élément, non, c'est le produit matriciel. Le A, cette fois, c'est un calcul simple, c'est juste 1 sur 1 plus expo moins Z. Je peux dire que c'est sigma de Z tout simplement. Voilà la vectorisation de A. C'est bon jusqu'à là, je continue la vectorisation. Voilà donc la vectorisation de A. On a dit, on va trouver tout simplement cette expression 1 sur 1 plus expo moins Z, de que j'ai un vecteur Z. Maintenant, je passe à la vectorisation de la fonction co. Même la fonction co, on va essayer d'écrire en une simple équation à quoi est égale la fonction co. Juste, j'attends quelques secondes si vous voulez poser une question, sinon je continue. Alors, je suppose que c'est clair. Donc, juste ça, c'est, je rappelle à quoi est égale la fonction coût pour un seul patient. Vous voyez, lorsque c'est indexé par un i ici, c'est-à-dire le coût ou bien l'erreur pour le patient i. Et lorsque vous ne voyez pas de i ici, parce qu'on a fait la somme de toutes les erreurs, hein, en fait la moyenne, parce que je divise par le nombre de patients. Donc ici, c'est la somme ou bien l'erreur moyenne. Donc, juste, je vais copier ça sur la feuille blanche pour continuer à chercher une vectorisation de la fonction O. Donc, je reviens à la feuille blanche. Voilà, vous voyez maintenant la vectorisation de la fonction Co. Alors, qu'est-ce que je vois ici? On a cette expression-là. Alors, là, le A, toujours, c'est un vecteur qui contient A de 1, A de 2, A de 3, jusqu'à A de M. Je rappelle, A de 1 encore, c'est 1 sur 1 plus expo moins Z de 1. Donc, on a fait la vectorisation, c'est bon. Alors, A, c'est un vecteur. Combien de lignes? M lignes, une colonne. Donc, je peux faire ici 1 moins A. 1 moins A dans Python, lorsque je vais écrire 1 moins A, il va faire 1 moins ce vecteur-là. Il va comprendre très bien que tu veux faire 1 moins chaque terre. Donc, on va avoir le vecteur 1 moins A1, 1 moins A2, etc. 1 moins AM. Donc, ici, ce 1 moins A, je peux l'écrire en vectorisation 1 moins A tout simplement, comme ça. Il va me donner un vecteur à M ligne, une colonne. Et puis, j'applique log. Log sur chaque élément. C'est-à-dire ici, ça va me donner un vecteur log de 1 moins A de 1, c'est-à-dire pour le premier patient. Log de 1 moins A de 2. Donc, c'est un calcul élémentaire. C'est-à-dire quoi? Élément par élément. Tout ça, c'est simple. Je peux écrire en un seul vecteur log de 1 moins A. J'obtiens un vecteur M ligne, une colonne. Alors, je nettoie un peu.
Donc, je cherche toujours à écrire cette équation parce que je prépare en fait l'implémentation en Python. Donc, comment je vais l'écrire en Python? Tout cela se fait log de 1 moins A. Et log de 1 moins A, ça va être un vecteur ayant m lignes d'expression, une colonne. Le 1 moins Y maintenant, le 1 moins Y aussi, on a dit, j'ai déjà un vecteur Y qui est donné par le résultat réel 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Est-ce que le premier patient a une tumeur bénigne, bénigne, maligne, maligne? C'est comme ça. Donc, ici, le 1 moins Y, je peux l'écrire encore 1 moins Y sous forme ce vecteur-là. Et dans Python, il va bien comprendre qu'il va faire la différence 1 moins 0, 1 moins 0, 1 moins 1, 1 moins 1, ainsi de suite. Donc, je peux l'écrire 1 moins Y. Mais ma question maintenant, est-ce que le produit ici, c'est un produit matriciel ou bien élément par élément? Est-ce que je dois faire 1 moins Y fois le produit élément par élément, log de 1 moins A, ou bien c'est un produit matriciel, c'est-à-dire que je dois écrire 1 moins Y at log de 1 moins A. Qui a une réponse? Oui, Abdoulaye? Je pense que c'est la première option, ou bien, oui. Oui, exactement. Oui, ou bien, vous avez dit ou bien. Non, c'est bien ça. Comme le 1 moins Y, c'est pour chaque truc, disons. Très bien, exact, oui, très bien. Vous avez raison. Donc ici, le 1 moins Y, c'est pour chaque patient, comme vous avez dit, pour chaque exemple d'entraînement. Donc, on a 1 moins Y. Déjà, 1 moins Y, on a dit c'est un vecteur ayant 10 lignes, une colonne. Et log de 1 moins A, c'est encore un vecteur 10A. Donc, là, il y a deux options en fait. C'est pour cette raison que j'ai attendu le ou bien dit par Abdellah. Donc, soit on fait 1 moins Y étoile, log de 1 moins A, et je vais dire par les choix, je vais dire élément par élément. C'est-à-dire, on va faire premier élément fois premier élément. C'est-à-dire, voilà, je vais expliquer. Là, on a un vecteur comme ça. Ça, Y1, Y2, ainsi de suite jusqu'à Y1. Et là, on a un autre vecteur ayant même taille. Je veux dire A1, AM, juste pour simplifier. Et on va faire le produit. Ça, c'est le produit élémentaire. C'est-à-dire quoi? Il va faire le produit, pas le produit matriciel qui fait ligne fois colonne, mais cette fois, élément 1 fois élément 1. Y1, 1, 1. Ça, cet élément fois cet élément. D'accord? Cet élément fois cet élément, ainsi de suite. Donc là, on va faire élément par élément, pas ligne fois colonne, parce que dans le produit matriciel, il y a une condition. On a dit, lorsque je fais le produit A fois B, mais avec un produit matriciel, donc je dois vérifier que on a un produit de ce type. Nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de B. Ce n'est pas vérifié ici. On a M1 fois M1. C'est pas, n'est pas défini le produit matriciel. Donc, on va faire un produit élémentaire, c'est-à-dire élément par élément, puisque les deux matrices ou bien les deux vecteurs ont la même taille. Donc, il faut faire attention ici, ont la même taille, toujours sont deux matrices ou bien deux vecteurs ayant 10 lignes, une seule colonne. Donc, je peux faire l'opération élément par élément. Donc, ici, je veux nettoyer un peu. Alors, je vais écrire donc, je vais écrire ça sous la forme log de 1 moins A, produit élémentaire, 1 moins Y. Même chose ici, si vous avez bien compris, ça, c'est un vecteur log de A, produit élémentaire, Y. Alors, si je fais cette ligne-là, Y fois log de A
plus 1 moins y fois log de 1 moins a. J'aurai ce vecteur, c'est-à-dire j'aurai un vecteur qui contient 10 lignes. Dans la première, j'obtiens y1 fois log de a1 plus 1 moins y1 fois log de 1 moins a1. Dans la deuxième ligne, j'aurai pour le deuxième patient y2 log de a2 plus 1 moins y2 log de 1 moins a2. J'aurai tout un vecteur. Mais ici, est-ce que vous êtes d'accord qu'au finalement, c'est une somme de toutes ces composants? Ça, plus le suivant. Donc, on va faire, tout ça, c'est un vecteur. Et on va faire après la somme des éléments de ce vecteur-là. Et en fait, il y a des applications, il y a des fonctions dans Python qui font la somme d'un tel vecteur dans NumPy. On va le voir. NumPy, dans la librairie NumPy, on peut faire la somme d'un vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici en Python? Tout simplement, je veux faire l'opération suivante. Donc, pour la vectorisation, une simple opération, je fais moins 1 sur m fois quoi? La somme, je vais écrire somme comme ça parce que c'est le nom de la fonction dans Python. La somme de quoi? Du vecteur ou bien des éléments du vecteur y fois log de a plus 1 moins y fois log de 1 moins a. Et dans une seule ligne, je peux trouver le réel, L, qui est la fonction coût, ou bien log-loss, ou bien la fonction coût de notre modèle. Des questions? D'accord. S'il n'y a pas de questions, donc juste, j'aimerais bien récapituler qu'est-ce qu'on a fait. On a X, les données, ayant combien de lignes, combien de colonnes, M lignes, N colonnes, nombre de patients, nombre de caractéristiques. Y, les étiquettes, pour chaque patient, il a une étiquette. M ligne, une seule colonne. Le Z, c'est la fonction pour chaque patient, la fonction de préactivation. Donc, c'est une matrice ayant M ligne, une colonne. Le A, bon, pour le Z, la formule, on a dit, c'est trouver X at W plus B. Le W, à propos, c'est combien de lignes et combien de colonnes? On a dit, pour notre exemple, 2 paramètres, s'il y a exactement 2 caractéristiques. Donc, d'une façon générale, le nombre de lignes, c'est le nombre de caractéristiques, N et une seule colonne. Donc là, c'est le Z. Après la fonction activation, on a trouvé ces sigma de Z, tout simplement. C'est 1 sur 1 plus expo moins Z. On pourra faire ça dans Python, il n'y a pas de souci. Il comprend qu'on va faire le calcul élément par élément. Et puis, la fonction erreur. La fonction erreur, ou bien on a dit c'est moins 1 sur M, la somme de quoi? La somme du vecteur, ou bien des éléments du vecteur Y, voilà, de A. Et là, le fois, ici, j'ai fait étoile, je vais écrire étoile, pas le at ici pour dire, ce n'est pas un produit matriciel, c'est un produit élément par élément. Plus 1 moins y log de 1 moins a. Ce sont les lignes que je veux l'écrire après dans Python. C'est pour cette raison que je veux l'écrire clairement ici. Il y a une autre option pour écrire la même chose, pour faire cette somme-là. Je ne sais pas si vous savez tous la transposée d'une matrice. Est-ce que vous avez fait tous d'algèbre linéaire? Vous savez, c'est quoi une matrice, c'est quoi la transposée? Ou bien il y a des gens qui n'ont pas fait encore de l'algèbre linéaire, ils ne comprennent pas la transposée, les matrices et tout. Oui, d'accord, oui, c'est fait. Pour les autres, pas de problème si je parle un peu de transposée, de calcul matriciel. Alors, quand même,
Donc, pour ceux qui n'ont pas fait de l'algèbre linéaire, donc on peut se contenter à cette formule, on va l'écrire dans Python et ça marche. Mais pour ceux qui ont fait de l'algèbre linéaire et ont fait le calcul matriciel, ils peuvent avoir des autres formules pour la fonction log-loss. Donc, je veux l'expliquer. Mais si on n'a pas compris, c'est pas grave. Hein. Alors, on a dit, pour cette formule, on a y, un vecteur de ce type. y1, y2, ainsi de suite, yn. Et log A, un vecteur ayant même type. Je vais écrire juste alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha 1. Donc, on ne peut pas faire le produit matriciel, bien sûr, parce que ce n'est pas défini. Ça, c'est 10 lignes, une colonne. Et ça, c'est 10 lignes, une colonne. Ce n'est pas applicable, le produit matriciel. Mais regardez si je fais la transposée de cette matrice. C'est-à-dire, quoi la transposée d'une matrice? C'est-à-dire, chaque ligne de la matrice, je la transforme en une colonne. Ou bien, chaque colonne, je la transforme en une ligne. Ça, c'est une colonne, donc elle sera. Donc, ça, c'est Y. Elle a cette forme-là, c'est un vecteur colonne. La transposée de Y, on le note comme ça, YT pour dire transposée, elle sera tout simplement une ligne. Elle sera comme ça. Y1, Y2, jusqu'à Y1. Voilà la transposée de Y. Elle sera juste, une colonne sera une ligne. Si elle est une ligne, elle sera une colonne, tout simplement. Alors, maintenant, si Y, c'est une matrice 10 lignes, une colonne, YT, ça sera une ligne 10 colonnes. Et maintenant, si je fais YT, la transposée de Y, produit matriciel, cette matrice log A, qui elle a la forme alpha 1 jusqu'à alpha m, toujours une colonne. Est-ce que le produit matriciel a bien un sens? Oui, cette fois. Regardez, YT sera une ligne 10 colonnes. Et celle-là, c'est 10 lignes, une colonne. Donc, on a ici 10 et là 10. Donc, oui, je peux faire le produit. Et le résultat, ça sera 1, c'est-à-dire un seul réel. On va voir ce seul réel-là. On va trouver combien? On a dit pour le produit matriciel, donc on va essayer de faire le produit matriciel transposé de Y fois log de A. Log de A, je n'ai pas fait le transposé de log de A. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Y1, Y2, cette fois une ligne Y, Y, parce que c'est la transposée en fait de Y, jusqu'à Y10, fois, ça c'est une colonne. On a gardé log de A. Log A1, log A2, log A3, jusqu'à log de A10. Et si je fais le produit matriciel toujours le produit matriciel toujours se fait ligne, on a une seule ligne, fois colonne, on a une seule colonne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, il va faire Y1 fois log de A1, plus Y2 fois log de A2, plus Y3 fois log de A3. Il va faire cette somme-là. Oui, cette somme-là. Au lieu de faire opération fois élément par élément et puis faire la somme, on peut utiliser en fait le produit matriciel pour faire directement le produit matriciel. Il fait la somme. Je ne sais pas si la remarque est claire. Donc, juste, bref, si on a bien compris, c'est très bien. C'est qu'on a une base solide en calcul algébrique. Sinon, si on n'a pas bien compris, ce n'est pas une grande chose parce qu'on pourra faire cette opération de deux façons. C'est ce que je voulais dire. Soit en utilisant la fonction somme, c'est-à-dire je fais élément par élément le produit ici, et puis je fais la somme puisque c'est un vecteur. Ou bien j'écris tout simplement à l'aide du produit matriciel, transposé de Y, produit matriciel log de A, plus, même chose, si vous avez bien compris, transposé de 1 moins Y, produit matriciel log de 1 moins A. Et là, pour le produit matriciel, déjà, on va faire la somme. Donc, on va avoir juste un seul réel. Voilà pour la vectorisation de la fonction log-loss ou bien la fonction coût. Donc, on a vectorisé les données, vectorisé la fonction préactivation, la fonction activation et maintenant la fonction coût. Ça va jusqu'à là, je peux continuer?
Très bien. Donc, on va passer à notre diapo. Donc là, on a jusqu'à la vectoriser les équations. On est en train de vectoriser les équations afin de l'écrire dans Python. Donc, on a tout d'abord précisé les vecteurs donnés. X, c'est une matrice. W, c'est un vecteur qui contient les paramètres. Voilà, donc ainsi, on a fait le calcul de Z, le calcul de la fonction activation A. On a encore trouvé la formule, voilà, pour la formule de la fonction coût. On a dit si on a bien compris la fonction avec la transposée, c'est très bien, sinon on peut l'écrire avec la fonction somme. Juste ici, on va utiliser le produit élémentaire. Et maintenant, on va vectoriser la descente de gradient. On a dit pour la descente de gradient, le principe, c'est vérifier ou bien faire la mise à jour des paramètres W1, W2. OK, au début, on va le choisir aléatoirement, mais on va faire des itérations pour mettre à jour les WI afin de trouver une erreur minimale. Donc, là, on va encore vectoriser les équations de descente de gradient. Alors, si vous vous rappelez de la fonction descente ou bien de l'algorithme de descente de gradient, on a dit on va répéter, faire plusieurs itérations. Au début, W1, W2, on va dire c'est aléatoire. Ce sont un vecteur, deux lignes, une colonne, parce que je suppose qu'on a exactement deux caractéristiques, donc deux paramètres. Même chose pour B, hein, c'est un réel, choisi aléatoirement. Mais dans l'algorithme, on va répéter des itérations pour faire quoi? Pour améliorer ou bien pour minimiser le coût. Et on a dit on va faire W1, il sera l'ancien W1 moins alpha, learning rate, ou bien le pas d'apprentissage. Ça, c'est une constante à fixer, on va le voir. Je veux dire 0,01 pour le moment. C'est une constante, moins la dérivée de L par rapport à W1. Et on a déjà calculé ça, on va le voir. Alors, W2 reçoit W2 moins alpha dL sur dW2. Si on a plusieurs paramètres, d'une façon générale, le nombre de paramètres, c'est le nombre de caractéristiques. Moins alpha dL sur dW1. Bon, ça, c'est simple, puisque W, c'est W1, W2. Je peux le mettre en un vecteur. Je peux écrire dL sur dW, encore un vecteur, donné par quoi? La dérivée par rapport à W1, la dérivée par rapport à W2. Si on a plusieurs, donc je vais écrire toutes les paramètres. Donc, et toutes ces équations, elles seront en une seule, W, le vecteur W, toujours, je veux faire la mise à jour, c'est le vecteur W moins alpha fois dL sur dW. Voilà, c'est simple ici. On va répéter cette équation pas mal de fois. Donc, voilà, je veux l'écrire en une seule phrase pour la vectorisation. De même pour B. Bon, pour le B, c'est déjà un réel. B reçoit B moins alpha dL sur dB. Voilà, donc pour le W, ça sera toujours un vecteur. Donc, le nouveau W, ça, c'est un vecteur de ligne, une colonne. Ça, c'est un vecteur de ligne, une colonne. Donc, tu peux multiplier par une constante, ça reste un vecteur de ligne, une colonne. Tu fais la différence, tu veux trouver toujours un vecteur de ligne, une colonne. Et ça, c'est un réel. La dérivée par rapport à B, c'est un réel. Ça reste toujours un réel. Voilà, donc la vectorisation pour l'algorithme de descente de gradient. Donc, voilà, c'est simple pour la descente de gradient. Donc, on a dit toujours l'algorithme de descente de gradient, c'est W1 reçoit W1 moins alpha, la dérivée par rapport à W1. Pour le B, il n'y a pas de souci, c'est une constante déjà. Donc, on a écrit W sous forme un vecteur. Bon, dans notre exemple, c'est un vecteur qui contient exactement deux paramètres puisqu'on a deux caractéristiques. Donc, toutes les équations, on va l'écrire en une seule. Grâce à la vectorisation, on va écrire W, il sera W moins alpha fois la dérivée de L par rapport à dW. Et la dérivée, c'est ce vecteur-là. Pour le biais, il n'y a pas de souci, c'est un seul réel. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste pour terminer finalement? Ce vecteur-là. Finalement,
Je me rappelle dl sur dw1, déjà, c'est une formule à voir dl sur dw2. On a fait au début de cette séance, on a calculé les dérivés. On va les vectoriser encore. Même ce vecteur gradient, on va l'écrire dl sur dw1. On va le voir comment on peut l'écrire. dl sur dw2 encore, dl sur dwn. Encore, on va le voir à quoi c'est égal. Des questions jusqu'à là? Je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, voilà, je rappelle maintenant les dérivés qu'on a fait. Donc, juste, je veux recopier, ou bien je reprends ma feuille blanche pour écrire. Alors, je rappelle que lorsqu'on a fait le calcul de la dérivée par rapport à W1, hein, juste on va fixer, je dérive par rapport à la première paramètre. Si je considère le premier patient, on a trouvé AI moins YI fois XI, si vous vous rappelez. On a fait le calcul juste au début de cette séance, on a commencé par le calcul des dérivés. Et on a finalement trouvé cette expression qui est plus ou moins simple. Alors, la dérivée de la fonction log par rapport à tous les patients, c'est 1 sur le nombre de patients, 1 sur n, qui est 10, fois la somme de AI moins YI fois X1, I allant de 1 jusqu'à 10 ou bien jusqu'à M d'une façon générale. M, c'est le nombre d'exemples dans notre dataset. Voilà pour dériver de L par rapport à W1. Ça, c'est un réel finalement. Mais maintenant, dL par rapport à W2, c'est la même chose. 1 sur M fois la somme I allant de 1 jusqu'à M, A de I moins Y de I fois X2 de IM patient. Voilà. Maintenant, on a dit, on va écrire dL sur dW1, dL dW2 sous forme d'un vecteur, un seul vecteur qu'on va appeler dL sur dW d'une façon générale pour faire la vectorisation. Et j'aimerais bien avoir un seul vecteur contenant 1 sur M, bon, multiplié fois tout le monde finalement, 1 sur M. Mais ici, j'aimerais avoir dans la première ligne la somme I allant de 1 jusqu'à M, A de I, YI moins fois X1I. Dans la deuxième ligne, juste ce qu'il va changer, c'est X2 là. Voilà. J'aimerais avoir cela. Sachant que j'ai une matrice X qui contient les données, j'ai une matrice A et j'ai une matrice Y. Et peut-être, donc, à partir des matrices X, A, Y, j'aimerais avoir cette matrice-là qui contient combien de lignes ici? N'oubliez pas, on a 2 lignes parce que finalement, on a 2 paramètres W1, W2. Combien de colonnes? Une seule. D'une façon générale, combien de lignes? M lignes, ce n'est pas M, N lignes, N le nombre de features, les caractéristiques, une seule colonne. Alors là, je ne veux pas compliquer les choses. Encore, je peux trouver ça à l'aide de calculs matriciels qui est la matrice suivante. Bon, je ne veux pas entrer beaucoup dans les détails, mais si vous avez bien compris ce que j'ai fait précédemment, c'est la transposée de X, produit matriciel A moins Y. Et juste, on va vérifier quand même que ça marche très bien comme les dimensions. Il n'y a pas de problème de dimension pour ce produit matriciel. Je ne veux pas entrer beaucoup dans les détails pour faire ce produit et vérifier que ça donne vraiment le bon calcul. Alors, X, on a dit, c'est une matrice de taille combien? C'est une matrice nombre de patients, M,
est 10, on va dire, allez, dans notre dataset. Nombre de colonnes, 2, parce qu'on a 2 caractéristiques. Alors, la transposée de X, elle sera, on a dit, la transposée de X, juste les lignes seront 2 colonnes. Donc, elle sera une matrice ayant 2 lignes 10 colonnes. Ça, c'est le transposé de X. Maintenant, le A et le Y. Je rappelle A. Pour chaque patient, on a une constante. Donc, on a 10, 1. Même chose pour Y. Pour chaque patient, on a une étiquette. Est-ce que c'est bénigne ou bien maligne? Donc, A moins Y, c'est une matrice ayant 10 lignes, une colonne. Maintenant, le produit matriciel, je vérifie. La transposée de X, c'est une matrice 2 lignes, 10 colonnes, fois A moins Y, qui est une matrice 10 lignes, une colonne. Est-ce qu'on peut faire le produit matriciel? Oui. Et le produit, parce qu'on a ici 10 et la 10. Et le produit matriciel, il va nous donner 2 lignes, une colonne. C'est ce qu'on peut trouver exactement. Et bien sûr, si vous faites encore faire le produit, vous allez trouver exactement que ce produit matriciel, il donne exactement cette formule-là. Donc, voilà, avec un peu de maths, je ne sais pas si je veux dire un peu de maths de base, parce que l'algèbre linéaire, tout le monde fait l'algèbre linéaire, tout le monde fait le calcul matriciel en maths sup. Donc, avec les maths de base, on peut trouver une vectorisation de ce vecteur. Donc, juste, je veux écrire finalement dl sur dw, c'est donné par la formule 1 sur m fois x, transposé de x, produit matriciel 1 moins y. Et donc là, vous voyez l'importance de juste mettre à l'esprit quand vous faites dans vos équations, quand vous faites de produits matriciels et quand vous faites des produits élémentaires pour ne pas commettre des fautes lorsque vous implémentez ça en Python. Donc, je reprends maintenant, voilà, finalement, la vectorisation de gradient. Je peux l'écrire en une seule ligne. Ainsi, je trouve dans ce vecteur la dérivée de L par rapport à chaque paramètre, dl W1, dl W2, ainsi de suite. Voilà, on a fait par rapport à B, bien sûr, par rapport à B, la dérivée, ici, on a parlé de la dérivée par rapport à W, qui est un seul vecteur, un vecteur. Mais la dérivée par rapport à B, c'est juste un scalaire qu'on puisse trouver par A moins Y. Ici, on a dit la vectorisation de A, c'est tout simplement, je l'écris comme ça. La vectorisation de Y, je l'écris comme ça. Et pour la somme, on a déjà une fonction en NumPy, s'appelle la somme, comme ça. On fait la somme des vecteurs, on trouve la dérivée de L par rapport à B. Voilà, c'est terminé. La prochaine séance, on va commencer l'implémentation en Python. Si on a bien compris notre modèle, on a X des données, on va appliquer la fonction de préactivation Z, c'est à l'aide de produits matriciels, la fonction activation A, la fonction log-loss, on va écrire en Python, la mise à jour, ainsi de suite. Donc, on va voir l'algorithme, comment on va l'écrire en Python à l'aide de ces équations qui sont déjà prêtes et sont vectorisées. Juste, on doit vérifier à chaque fois. Vous allez voir, lorsqu'on écrit en Python, à chaque fois, je vérifie. Est-ce que la taille de ma matrice est correcte? Voilà, pour avoir des bons résultats. Voilà, donc pour l'algorithme, on va le voir la séance prochaine. On va voir l'algorithme et on va commencer à implémenter, à écrire l'algorithme en Python et voir comment ça fonctionne. Voilà, je m'arrête là. Juste si vous avez des questions, je suis là pour répondre à toutes questions. Bon, je pense que pour cette séance, on a fait beaucoup de maths, des dérivés, des produits matriciels. Si on a bien compris, c'est très bien. Si on n'a pas bien compris, il n'y a pas de souci. On va commencer pour la séance prochaine. On va juste avoir les formules qu'on a, les formules vectorisées déjà, et on va les implémenter en Python. Donc, même si on n'a pas bien compris ou bien on n'a pas compris grand chose dans cette séance, il n'y a aucun souci. On va considérer les équations qui sont prêtes là et l'implémenter en Python et voir notre perceptron, bien notre premier réseau de neurones, comment ça fonctionne. Des questions?
Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Et merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Je pense que vous avez terminé, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant le cours de la formation d'aujourd'hui? Tout va bien? Vous avez très bien compris? Pas de souci. On marche avec merveille. En espérant bien. Je pense que tout le monde a très bien. Je pense que tout le monde a très bien compris. À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je te remercie pour tous tes efforts, Malak, avec nous durant toute cette formation. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mercredi à 19h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On vous verra Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec le séminaire de l'économie circulaire ou encore le panel de discussion de la formation de préparation à l'examen du DELF et plein d'autres de formations, ateliers, concours et séminaires qui vous attendent. Restez connectés. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.